Alors on a vu à quel point il était difficile de sortir du destin individuel, de ce qui avait été préprogrammé, le piège de la destinée, individuellement. Alors qu'en est-il du destin collectif? Parce que si individuellement déjà c'est compliqué et très peu y parviennent, alors au niveau collectif, ça semble être une fatalité, comme une obligation absolue. Donc effectivement, pour sortir du destin, de la destinée collective, il faut émettre une intention très puissante. Et on revient à cette image du lac, cette nécessité d'avoir une intention inflexible, puissante, de mettre toute son énergie dans son intention et intérieurement être dans la paix absolue, donc effectivement détaché du collectif. Ce qui est déjà apparemment énoncé, c'est que la destinée collective est encore pire que le destin individuel, puisqu'il dépend de chaque individu. Et si chaque individu, la majorité des individus n'ont pas compris le fonctionnement du piège de la destinée et en outre n'ont pas eu l'intention de s'en défaire, eh bien, il y a comme une forme de destinée auquel le collectif est non seulement convié, mais emprisonné. Et seuls ceux qui sont sur un chemin d'éveil, qui maîtrisent leur destinée, maîtriser sa destinée, ça signifie aussi se maîtriser soi, ne pas se laisser aller à n'importe quel plaisir, à n'importe quel attachement, créer ses propres choix, une cohérence que l'on maintient avec persévérance, continuellement, dans la paix et l'harmonie, et l'on évolue ainsi plus librement, et seulement on peut avoir l'intention de se libérer du destin collectif, donc du sort collectif. Alors je pense par exemple dans des moments de destinée collective chaotique avec des guerres, des choses laides qui se manifestent. Est-ce que certains peuvent s'en protéger? Donc apparemment oui, mais on demande la confirmation. Est-ce que ceux qui sont sur ce chemin d'éveil, de réajustement personnel, vont véritablement pouvoir échapper au destin collectif négatif? Évolution, oui, il y aurait la possibilité d'évoluer autrement, différemment. Alors peut-être d'évoluer pour échapper aux abus de la destinée collective. Alors là, il y aurait peut-être deux sens, à la fois pour échapper aux abus de la destinée collective et prospérer soi-même de manière plus harmonieuse, ou encore c'est peut-être le fait de pouvoir s'échapper de la destinée négative collective qui prend de plus en plus d'ampleur. Il y a eu des cas comme ça dans le passé de personnes, un personnage en particulier qui était sur un chemin d'éveil, un personnage russe, et qui s'est réfugié dans les montagnes pendant de nombreuses années pour échapper au massacre. Donc est-ce que c'est un peu ce procédé, c'est de sentir, de savoir jauger l'énergie du destin collectif, l'intention, la manifestation du destin
collectif et que lorsqu'il devient trop destructeur, de pouvoir se réfugier dans des régions où l'on pourrait être protégé et être préservé. Oui, et cela nécessite une certaine clarté. Dans clarté, il y a aussi une clairvoyance. Et c'est peut-être un peu la complexité, parce que quand on est dans un chemin d'éveil, on parvient à une paix absolue intérieure qui nous coupe de la réalité extérieure. Et peut-être qu'il faut malgré tout garder une forme d'intuition, de clarté pour, sur la carte clarté, il y a des petites ondes, pour pouvoir saisir quand même dans le monde extérieur certaines informations qui vont également orienter nos choix de vie, parce que sur Terre, même si on est dans un chemin d'éveil, on est quand même sur cette planète qui a ses conditionnements, qui a ses règles, non seulement celles des obscurs, mais aussi celles des humains. Donc, en faire abstraction totalement, ce ne serait pas suffisant. C'est un peu le fait de jongler, préserver absolument sa paix, son harmonie pour se libérer intérieurement et ainsi gagner en liberté de manifestation, se couper des interactions collectives tout en écoutant les signes, les alertes qui permettent alors de savoir où se positionner dans ce monde, peut-être de se déplacer géographiquement de manière plus ou moins importante, ou peut-être également de choses à changer dans son hygiène de vie en fonction des actions collectives extérieures. Là, si un être humain parvient à préserver cette paix, cette unité, à garder en même temps comme un œil une clarté, où il reçoit les informations, quelques informations primordiales, les informations importantes pour savoir où en est le collectif et s'en protéger, est-ce alors possible de ne pas subir le destin collectif? Oui, ça se peut, mais on retrouve cette image avec cette petite lumière, ce petit soleil, comme si les images insistaient sur le fait que il faut nettoyer son intériorité, se libérer de ses conditionnements pour pouvoir modifier, sortir du piège de la destinée. Il faudrait se couper du collectif, mais en même temps, garder une forme de vigilance, créer un rayonnement autour de soi, et en même temps, écouter, sentir les indices concernant le collectif qui pourraient potentiellement nous nuire si on ne faisait pas suffisamment attention. Si toute cette vigilance est là, est-il réellement possible de sortir, d'échapper à la destinée collective? Oui, il y a une ouverture, ça reste une ouverture, c'est pas un champ d'action immense. C'est peut-être l'idée qu'il faut, quand on est dans ce chemin où on se réapproprie sa manifestation pour sortir du conditionnement de la destinée, il faut rester vigilant à l'égard du collectif, j'allais dire quasi en permanence, mais de manière légère, sans qu'on en soit affecté intérieurement, gardant sa paix, parce qu'il y aura forcément un moment où on pourra échapper à cette destinée collective. Mais c'est vraiment comme s'il s'agissait de saisir l'instant, le moment opportun pour sortir du jeu collectif. Et ne pas croire que parce qu'on est sur le chemin de l'éveil,
de la reconnexion à la totalité de soi-même, avec sa propre supraconscience, qu'on est là, hyper puissant, hyper protégé, parce que là, on s'illusionne soi-même, parce qu'on est encore sur le plan terrestre, et sur le plan terrestre, il y a des règles, il y a le collectif, surtout lorsqu'il est conditionné, ce collectif ensemble est une puissance extraordinaire. C'est comme si on voulait absolument rester dans un endroit où il allait y avoir une éruption volcanique, et parce qu'on est éveillé, on se dirait on ne craint rien, alors que non. Tout être encore sur la Terre, qu'il soit éveillé ou non, peut à tout moment subir les conséquences des actions collectives. Il faut à la fois aller dans une orientation plus éthérée et en même temps garder contact avec la réalité collective sans y participer, juste pour préserver absolument son intégrité. Et à ce moment-là, on pourrait être prévenu ou sentir s'il y avait un danger potentiel pour l'éviter et ne pas être emprisonné et ne pas subir. Contrainte. Donc effectivement, le chemin de l'éveil est compliqué, il y a des contraintes parce que même si on a cette puissance, cette intention d'être dans la paix, de l'harmonie, de vouloir la vivre absolument, de savoir le faire, mais il y a l'atmosphère extérieure qu'on peut subir à tout moment et qui nécessite vigilance, présence, intuition développée, clarté, clairvoyance, pour pouvoir saisir le bon moment pour changer de lieu, d'atmosphère et même savoir que faire. Indifférence, là ça peut sembler paradoxal, c'est que pour maintenir sa paix intérieure, il faut être indifférent à l'égard du monde extérieur et en même temps, il faut quand même l'observer, ce monde extérieur, pour ne pas subir le chaos de la destinée collective. Et dans cette observation, il faut malgré tout rester indifférent. Donc, indifférence peut aussi signifier neutralité absolue, sensorielle et émotionnelle, à l'égard de toutes les contraintes qu'on vit lorsqu'on est dans ce processus d'éveil, parce que c'est un chemin complexe, mais aussi les contraintes qu'on pourrait subir du fait de saisir une ouverture, de limiter son expansion, de s'isoler, ce qui peut parfois ne pas être très agréable, et même dans ces conditions-là, garder une forme de neutralité, d'indifférence à l'égard de tout ce qui est chaotique, parce qu'on sait très bien à quel point toute adhésion émotionnelle, tout attachement va créer à nouveau du karma, va à nouveau créer un conditionnement et qui rejoindra forcément le conditionnement ou la destinée collective. Ce que l'on constate, c'est que tout est programmé en fonction de la destinée individuelle. La destinée individuelle va programmer la destinée collective. Cette destinée, c'est à la base une manipulation pour leurrer les humains et les emprisonner, les conditionner à répéter inlassablement les mêmes attirances, les attachements, avec des doses de souffrance plus importantes que celles du bien-être et de l'harmonie, liées aussi au conditionnement et à la polarité, à la matérialité. Alors, est-ce que
cette destinée collective, elle est préétablie depuis très très longtemps. Alors cette destinée collective, elle est en action, donc elle est en mouvement. Effectivement, on peut dire que la vie, c'est un mouvement permanent. Donc effectivement, elle va se réajuster en fonction des manifestations de chacun. Donc elle est quand même prédictive parce que chacun est dans ses routines. Alors l'action de cette destinée des collectives, elle peut aussi dépendre de ceux qui arrivent à s'échapper de leur destinée. Peut-être que en s'échappant de sa destinée, ça modifie aussi un peu le parcours de la destinée collective. Régression. Oui, là, ça confirme à nouveau le fait que chaque action du collectif renvoie régression à un acte du passé, à ce qui s'est déjà passé. Et effectivement, quand on regarde l'histoire de l'humanité, on a l'impression d'une répétition, l'éveil d'une société qui va jusqu'à la prospérité, qui à un moment part dans la décadence, l'effondrement et la disparition. L'évolution des civilisations, des sociétés, qui est un peu similaire à travers le monde, les époques. Est-ce que le destin collectif est inscrit, est écrit depuis très longtemps? Il s'agirait d'une construction qui rejoint le mot action. Le destin collectif est en construction, est en action, comme si à la fois il était déjà inscrit, déjà prédit, mais qu'il pouvait se moduler quelque peu en fonction de l'éveil des consciences et peut-être en fonction aussi de la polarité. Équilibre. Donc, comme si le destin collectif, il est en quête d'équilibre. Il peut passer du chaos, de la destruction, ensuite à des actions, à une manifestation plus prospère, qui tente d'être harmonieuse. Donc c'est un mouvement. Et ça rejoint ce qui avait été dit au sujet de la polarité. Il y a le bien, il y a le mal, il y a le bon, le mauvais. Il y a deux aspects opposés qui alternent, parfois de manière excessive, parfois de manière moindre. C'est un oscillement, un balancement. Alors peut-être que les grandes lignes du destin collectif sont inscrites, mais qu'après il y a des possibilités de réajustement interne. Présence. Oui, peut-être qu'effectivement, c'est la manière dont chacun est présent à lui-même et à sa vie qui peut moduler la prédestinée du destin collectif. Donc apparemment, il n'y aurait pas un destin absolument figé, rigide, même si les grandes lignes sont inscrites quand même. Qu'en est-il de ceux qui arrivent à saisir par avance la destinée collective? Est-ce que c'est toujours juste ou est-ce l'imaginaire ou de la fabulation? Alors là, il y a justement la carte double qui est la même sur les deux faces et étonnamment qui rejoint la notion d'équilibre. Donc je vais la poser juste en dessous d'équilibre. Et cette image d'un soleil avec l'herbe et le rayonnement, on pourrait imaginer un personnage qui envoie un rayonnement comme des ondes
Donc oui, tout dépend de la manifestation de chacun. C'est la manifestation individuelle qui va avoir une influence sur le collectif. Donc peut-être que parfois il suffit que quelques êtres se réajustent vraiment intérieurement pour moduler ou modifier le destin collectif. Si davantage de personnes sont dans cette vibration, dans ce rayonnement, est-ce que le destin collectif peut être véritablement modifié ou alors peut-être plutôt retardé? Est-ce que les personnes dans la présence, puisque chacun a une influence sur le collectif, est-ce que de nouvelles manifestations pourraient permettre de retarder ce qui a été inscrit dans le destin collectif? Possession. Sur cette image, on voit une forme en spirale ronde, comme un conglomérat amalgamé. On peut imaginer que ça, c'est le destin collectif qui est compacté. Si des individus se manifestent autrement, est-ce que ça peut retarder l'avènement de certains événements chaotiques, par exemple? Spiritualité, donc oui, il faut vraiment des personnes en haute vibration, un nombre suffisant de personnes en haute vibration pour peut-être retarder, décaler certains événements. Oui, et dans le mot austérité, on peut comprendre aussi, austérité, c'est la privation. Il y a une forme de ralentissement effectivement qui a lieu vis-à-vis de la destinée collective, lorsque des êtres montent en vibration. Il y a une influence, mais qui est très légère. Est-ce que dans le destin collectif qui se module, qui peut être parfois ralenti, mais est-ce que ce destin collectif et les grandes lignes, les grands événements de ce destin collectif, est-ce que ceux-là doivent absolument se réaliser? Guidance. Avec le mot guidance, on peut imaginer un personnage qui est guidé, comme s'il y avait vraiment une intention derrière les manifestations et les événements, et comme une force, peut-être celle des obscurs, qui est tellement puissante que même s'il y a quelques actions individuelles ou par de petits groupes, ça peut juste ralentir, mais ça ne pourrait pas empêcher les grandes lignes de la destinée. Est-ce que c'est bien ça? Choix. Et là, dans l'image du choix, on voit comme 3 personnages ou 3 possibilités d'orientation. Et donc après, le choix, il ne sera qu'individuel. Certaines personnes pourront sortir du destin collectif. Parce que, comme on l'avait vu tout à l'heure avec la destinée individuelle, parce que ces personnes auront monté en vibration, connexion avec leur supraconscience, atteint la paix, l'harmonie en eux, séparés du collectif et en même temps en gardant la clarté, la clairvoyance pour saisir les moments opportuns pour ne pas subir le collectif. Encore, est-ce que le destin collectif est irrémédiablement non changeable, non modifiable? Dissonance. Et sur cette image dissonance, voilà, on peut voir justement comme 2 personnages, mais un dans le sens inverse de l'autre, l'un de l'autre. Et cette image me renvoie à la polarité. La polarité étant à la base de la construction matérielle, de l'emprisonnement
matériel créé par les obscurs, la destinée également. Donc il y aura toujours alternance entre des bons aspects, des mauvais aspects, parfois simultanément, parfois alternativement, dans les excès de chacun, dans les manifestations intenses de chacun. C'est comme un rouage, un mécanisme fondamental dont le collectif ne peut pas sortir. En décidant de rester sur la Terre, c'est forcément subir ce rouage, ce mécanisme de la polarité dans la vie individuelle et collective. Donc des moments agréables, des moments difficiles, des moments de prospérité, des moments d'effondrement. Ensuite, ce qui peut être modulé, c'est retarder, atténuer certains événements collectifs désagréables à venir. Mais là, il y a vraiment un mécanisme qui est lié à la matérialité et qui englobe le destin, la manière dont chacun va vivre sa vie. Et ça, c'est un rouage dont personne ne peut se défaire totalement qu'en quittant le plan terrestre. Et là, c'est l'image du néant, et ça corrobore ce que je viens de dire, c'est-à-dire que oui, tant qu'on est sur le plan, la matière, le terrestre, il y a le principe de la polarité, de la dualité, donc forcément souffrance, alternance avec des moments de bien-être, un mouvement perpétuel de rouage que subit l'individu et le collectif. Et pour s'en sortir, eh bien, il faut aller vers le néant, mais là, le néant est entrevu positivement, c'est quitter la sphère de la matière. Oui, parce que tant qu'on ne quitte pas complètement le plan matériel, même si c'est celui auquel on est habitué, qu'on peut apprécier, en étant dans le déni de tout ce qui est dissonant, mais c'est quand même un plan qui est matériel, qui est limité, doublement limité. Limité par les règles de la lourdeur, de la compression de la matière et limité également par la pression, l'obligation du destin de répéter les mêmes appartenances, avec son lot important de souffrance. Donc la seule issue, c'est quitter. Pour véritablement atteindre l'harmonie, il faudrait véritablement quitter le plan matériel. Et là, on a l'image d'un trèfle avec des petites gouttelettes d'eau, comme si effectivement, le fait de quitter le plan matériel, eh bien, ça apporterait justement comme un renouveau, une nouvelle fraîcheur, une chance, une opportunité de sortir de ces enfermements, de l'obscurité, de l'emprise, de la domination des obscurs. Domination des obscurs qui est comme ce mouvement de vague, de va-et-vient, mais un va-et-vient qui n'est pas libre, qui répète inlassablement les mêmes schémas. Qui répète inlassablement les mêmes schémas, spontanément, c'est-à-dire sans qu'on s'en aperçoive, voilà, parce qu'on a agi de telle ou telle manière, il y aura toujours des conséquences à tout ce qu'on a fait, pensé et senti. Et ces conséquences sont prédéfinies, prédéterminées
par la décision et le contrôle des obscurs. La seule liberté, quitter le plan terrestre, mais c'est une chose très difficile, et en attendant, on ne peut pas faire autrement que d'accepter cette règle d'attraction, de répétition. C'est à chacun de faire ses choix et peut-être d'aller dans un cheminement d'éveil de soi, de libération, un chemin long, où il faut déployer connexion et intuition pour à la fois se protéger, se préserver et se manifester autrement. Et de cette manière, on peut échapper au jugement des obscurs, de jugement avec cette balance qui correspond à celle de l'équilibre, donc je vais la placer plutôt là, la carte de l'équilibre, le va-et-vient, la balance, le jugement. Tant qu'on est sur Terre, on ne peut totalement s'échapper, on ne peut pas s'échapper de la polarité, de cette oscillation, bon, mauvais, à petite dose ou à forte dose. C'est vraiment cet emprisonnement qui permet de vivre dans la matérialité, qui comporte pour certains peut-être certains plaisirs, mais également beaucoup de contraintes.